Le projet coopératif, Serge Bergeron, qui est membre du règlement 1929 du Outaouais québécois. Serge va nous présenter sa présentation, c'est sur les mesures astrométriques des astéroïdes et des comètes. Ça, c'est pour aider au raffinage des orbites des comètes et astéroïdes avec le Modern Planet Center. C'est un programme scientifique. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, Serge, je te laisse la parole. Merci. Premièrement, c'est ça, quand j'ai décidé de faire cette présentation-là, j'ai fait attention pour pas justement avoir trop c'est ça, trop d'éléments scientifiques. Je ne voulais pas vous perdre. Je voulais plutôt. Le but de la présentation, c'était plus pour piquer votre curiosité, puis peut-être attirer les nouveaux adeptes. Puis aussi pour montrer que la science, c'est possible avec les équipements qu'on a aujourd'hui. Que ce soit un DSLR ou un CCD, là, il y a possibilité de faire de très beaux projets. Fait que quand Denis m'a demandé de faire une présentation, il m'a dit j'aimerais ça que tu me couvres l'astrométrie. Là, j'ai dit wow, l'astrométrie, c'est un peu vaste, c'est une grosse science. Mais on va se limiter avec la mesure des comètes et des astéroïdes, ça va être suffisant. Puis, ben, c'est ce que je disais, dans le fond, c'est comme amateur, ben, on peut faire de la science. Tantôt, on a eu, dans la dernière présentation, on a parlé du JUPOS. Je ne le mentionne pas ici que là-dedans, mais oui, des fois, on fait des images de planètes, puis on peut participer à la science. Fait que le but de ça, c'est la présentation, c'est ça, puis en même temps, ben, peut-être piquer votre curiosité pour attirer les adeptes vers la science. Comme présentation, je vais couvrir un petit peu la science pour les astronomes amateurs. J'ai divisé ça en 3 grands champs, mais par la suite, je vais parler un peu de statistiques, puis je vais revenir vers l'astrométrie, ou plus précisément là, des astéroïdes et des comètes. Puis ensuite de ça, ben, je vais poursuivre. Je vais aller avec un petit peu de théorie. Théorie, il faut le dire vite. Mais c'est quand on s'intéresse à un champ d'observation ou un champ scientifique, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller chercher un peu de documentation. Puis ça passe souvent par des lectures, par différents procédés. Par la suite, je vais rentrer au niveau un peu du site du Modern Planet Center, qui est un peu le site référence pour l'astrométrie des corps du système solaire. Fait que je vais couvrir grosso modo les principaux paramètres du site web. Puis ensuite de ça, je vais descendre avec l'équipement, les logiciels recommandés, quelques petites lectures, des livres, quelques petits sites web. Puis après ça, je vais finir en vous montrant une couple d'expériences que j'ai réalisées. Fait que la science pour les amateurs, on a la photométrie. L'an passé, Damien Lemie a couvert ce sujet-là. C'est accessible. Un CCD, les logiciels, la plupart d'entre vous utilisent Maxime DL. Vous êtes en voiture, puis parfois, vous n'avez pas besoin de gros champs d'exposition facile. Il y a eu une autre présentation, je pense que c'est l'an passé ou dans les 2 dernières années, sur les exoplanètes. La photométrie, c'est un domaine vraiment accessible, mais je ne le couvrirai pas aujourd'hui, mais je trouvais ça important de vous montrer comment les amateurs peuvent s'intégrer là-dedans. La spectroscopie ou la spectrométrie, c'est accessible aussi. On n'est pas obligé d'acheter un gros spectromètre à 7 000 $ pour faire l'affaire. Il se vend maintenant un filtre qui s'appelle le Star Analyzer. Puis, ce filtre-là, il y a moyen de prendre des mesures spectrométriques puis de les soumettre à certains programmes universitaires auxquels ils prennent des mesures. Je ne le couvrais pas, mais je trouvais ça quand même ici important de mentionner qu'il y a toutes sortes de projets pour les amateurs.
Là, j'ai mis l'astrométrie un petit peu en plus gros, puis vous montrer que l'astrométrie, on définit, c'est une branche d'astronomie, dans le fond, qui définit les mouvements des astres. Puis, par rapport à ça, c'est sûr que ça peut couvrir des objets stellaires, des objets galéctiques, mais pour l'amateur, il y a moyen de faire de la mesure astrométrique des comètes et des astéroïdes de façon assez simple. J'ai mis une notion sur la collaboration pro-ham, qui veut dire professionnel, amateur. Il y a des pays qui c'est très bien développé, où c'est mieux développé que le Canada. Je tiens compte un peu le United Kingdom ou le Royaume-Uni, ils ont des programmes, il y a la revue spécialisée du journal de la Société royale là-bas encore régulièrement. C'est quelque chose qui se développe dans d'autres pays, puis qui n'est pas nécessairement quelque chose qui se développe ici au Canada. Il y a des programmes. Il y a quoi qui est? Ça craque, hein? OK. Oui, c'est ça. Je pense que c'est correct. Il y a des programmes qui s'est fait dans le passé. Ici, à l'université, trop éloigné. OK. On enlève les lunettes. OK. Ça va mieux? Oui. C'est ça, il y a des programmes qui s'est fait avec l'Université de Montréal en passant en spectrométrie, qui demandaient des observations de certains bouts de feuilles, puis que les gens prenaient des images, envoyaient ça aux scientifiques pour produire des thèses ou des rapports scientifiques. Ça va se faire de plus en plus dans certains pays. Je ne sais pas le Canada s'il va embarquer. Il y a beaucoup de creux au niveau scientifique par les gouvernements. Puis souvent, les universités vont avoir tendance à demander aux amateurs de participer à la recherche. Fait que si le Canada embarque un peu là-dedans, si nos professionnels s'intéressent à ça, ils pourraient avoir des projets intéressants à développer. Ça se fait ailleurs, il y a des associations qui, comme aux États-Unis, il y a l'association SAS, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne me souviens plus. Mais il y a énormément de collaboration entre les professionnels et les amateurs à ce niveau-là. Je reviens un peu au stats, je n'embarquerai pas beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de catégories. Mais grosso modo, quand on fait un petit peu des calculs rapides, là, pas trop poussés, on se rend compte qu'avant 2000, les découvertes au niveau de l'astrométrie des astéroïdes faites par les amateurs étaient de l'ordre de 10 depuis en 2013, si on fait les mêmes calculs, ça a baissé à 3 et 4 c'est pas parce qu'il y a moins d'astéroïdes, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux observatoires automatiques, comme les LSST ou le PanStar à Hawaii, qui observent le ciel continuellement dans des conditions atmosphériques meilleures que nos conditions à nous, puis découvrent énormément d'objets. Par contre, la part des amateurs, il y a toute une demande de suivi de ces objets-là. Puis de nos cours, de notre chez nous, on peut faire ce suivi-là facilement. Fait que j'arrive avec un peu de théorie bien simple. Quand on parle d'astéroïdes, il faut se demander qu'est-ce qu'on va regarder. Fait qu'il y a la fameuse bande qu'on connaît toutes, la bande entre Mars et Jupiter, mais il y a un paquet d'autres astéroïdes avec des trajectoires complètement différentes. Fait que quand on regarde le nombre des astéroïdes dans ce groupe-là, là, les données sont approximatives, mais si la banque de données du MTC contient 620 000 objets à peu près, ça veut dire qu'il y a un fort pourcentage ici entre Mars et Jupiter. Ça, tout le monde le savait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, quand on va vers les nouvelles tendances, on parle de géocroiseurs ou les Near-Earth Objects, là, ça devient plus intéressant. Ils interagissent avec la Terre, soit qu'ils croisent l'orbite de la Terre, soit qu'ils sont très près de la Terre, soit qu'ils orbitent à l'intérieur de l'orbite de la Terre,
Ici, les chiffres qui figurent là ne sont peut-être pas exacts parce que les données datent de 2007. Mais je trouvais l'image intéressante parce que quand vous allez sur le site du NPC ou vous suivez un objet ou vous entendez une dépêche sur un objet à suivre, puis ils vous disent c'est un Athènes, mais là tu te dis c'est quoi ça? Fait que tu peux quand même aller voir. Puis tu as besoin d'avoir cette information-là pour t'adonner à faire ce suivi-là. Il y a d'autres aussi types d'objets. C'est des Troyens. C'est majoritairement des objets qui vont croiser l'orbite d'une planète. Ça veut pas dire qu'ils peuvent croiser plusieurs orbites aussi. Il y a la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort qui est important parce que ce n'est pas juste des astéroïdes, mais on peut rentrer dans les comètes. Ou parfois, on n'est même pas sûr de savoir dans quelle famille ils entrent. Que les centaures, c'est ceux qui orbitent entre les planètes géantes. On n'a qu'à penser à Chiron, qui était une de ces astéroïdes-là qui allait jouer, qui avait une longue orbite, puis qu'on ne savait même pas si c'était à l'époque une astéroïde ou une comète. Puis je pense que Denis a travaillé là-dessus au départ. Un peu de vocabulaire. Je l'ai mis là parce que je trouvais ça intéressant de voir qu'on parle souvent de géocroiseurs, mais il y a des noms, des noms comme Herméo croiseur, qui croise Mercure. Mais ça vient tout dans le vocabulaire. Quand on embarque dans le monde des astéroïdes, on voit tous ces noms-là, on se dit, wow, il y a toute une famille, puis il y a plusieurs objets qui rentrent dans plusieurs familles. Fait qu'une fois qu'on démêle ça un peu, on est en mesure de comprendre qu'est-ce qu'on observe, puis comprendre aussi les trajectoires de chaque objet. Puis quand ils nous disent ouais, la meilleure condition d'observation, c'est en opposition, bien, on peut voir que la position de la Terre par rapport aux objets, par rapport à leur orbite, va avoir une influence sur ce qu'on va observer, surtout en termes de magnitude. Fait que quand on commence au niveau de ce domaine-là, qu'on sait où on s'en va, qu'on sait c'est quoi un astéroïde. Puis là, j'aurais pu mettre aussi des théories sur, un peu de théorie sur les comètes. Il y a des périodiques, il y a ceux qui ont une orbite unique. Bon, il y a toute cette. Mais à un moment donné, j'ai dit qu'il faut restreindre le nombre de diapos. Mais le but de ça, c'était juste pour vous montrer que quand on s'embarque vers une science, il faut aller se documenter. Je saute du code canon, moi je m'en retourne au Minor Planet Center, puis on se rend compte quand on va là qu'ils ont changé le site. Premièrement, ceux qui ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés. Le design est changé en 2013. Puis là, il est plus simplifié. Il y a deux catégories, observers et public. Puis dans observers, on se rend compte qu'il y a énormément de choix. Entre autres, il y a tout le côté de la documentation, qui se trouve ici, dans le fond, qui va nous donner des guides, l'information dont on a besoin pour commencer. Et tout aussi, dans cette section-là, on va avoir la documentation sur les codes d'observatoire. Le code d'observatoire, il est utilisé pour reconnaître l'observateur. À chaque fois qu'on va soumettre des données, il faut être enregistré au MPC. La première étape va consister à aller chercher un code d'observateur. Et pour ça, il y a un des points qui est bien important, c'est le guide du Minor Body Acquisition. C'est la guide. Si vous voulez vous adonner dans ce domaine-là, vous n'avez pas le choix de se passer. Il faut vous viser ce guide-là. C'est là-dedans qu'on met les conditions, comment observer, comment soumettre les données. On donne des trucs, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis on donne un beaucoup de théorie aussi, comprendre pourquoi on fait ça. C'est recommandé, c'est même, vous n'avez pas le choix. Si vous allez dans ce domaine-là, cette guide-là est essentielle. Malheureusement, en anglais, même si vous ne comprenez pas l'anglais ou vous ne lisez pas l'anglais, lisez-les pareil.
vous n'aurez pas le choix de passer au travail. Vous n'aurez pas le choix de suivre des étapes dedans. C'est là que votre réseau de contact va être utile pour partir. Mais il n'est quand même pas difficile à suivre, mais il n'est pas nécessairement attrayant. C'est fait dans un vieux format ASCII, puis c'est typique d'un livre écrit, assez rigide, c'est scientifique, là. Mais c'est pas nécessairement difficile à suivre. Fait que quand vous avez un observatoire, dans la liste des observatoires, à un moment donné, vous écrivez un numéro, puis c'est là-dedans que, je vais plus petit, le mien c'est G30, puis j'attire votre attention sur G25, et mon collègue Daniel Rousseau. Daniel a obtenu son code, je pense que c'est quelques semaines après. Ouais. Fait que c'est un coup qu'on l'a, et c'est définitif. Ça veut dire que vous avez un observatoire fixe ou un lieu d'observation fixe, mais ça, je vais y revenir pour les conditions pour obtenir le code. Ce que j'ai découvert aussi sur le site à propos des observateurs, c'est qu'on peut aller chercher des données annuelles sur la précision des mesures qu'on soumet. Puis à l'époque, quand j'ai eu mon numéro d'observateur, j'avais un C8, Célestron, tout ce qu'il y a de base pour un astronome amateur, performant, puis on voit que les mesures sont fantastiques. Une des mesures est à 0,06 secondes, 1 seconde dedans. Il faut que ça soit en dedans d'une seconde. Fait que il y a quand même une bonne précision que je pouvais aller chercher. Puis à l'époque, je n'étais pas maximisé à cause du problème de la lunette de guidage que j'avais sur ce télescope-là. Mais il reste que les résiduels sont acceptables. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut s'apercevoir, après plusieurs séries d'observations, que nos télescopes sont quand même performants en voyant les données qu'on soumet. Lui, il ne ment pas, il accepte les données, puis il fait même le calcul de la précision du code d'un observatoire, en fin de compte. Ici, quand je continue dans l'observatoire, dans Observer, c'est-à-dire, on peut aller voir la liste des objets qu'on a soumis. Il garde tout en mémoire. Puis, quand vous voyez au bout, comme le petit rond rouge, il donne un numéro. Une fois qu'il a accepté les données, il les publie dans un document. Comme ça, c'était dans le Minor Planets Cooler Supplement. Puis, il donne un numéro qu'on peut plus tard aller consulter. Je vais monter des exemples tantôt, comment c'est publié. Fait que je parlais tout à l'heure des différents documents que le Minor Planet publie. Puis ça, ben, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces publications-là. Il y a un en-tête, puis il y a une foule de données de chiffres à perte de vue. Mais dans cette foule de données de chiffres à perte de vue, il y a nos mesures astrométriques qui ont été acceptées. C'est tous les observateurs qui vont envoyer des données. Vous allez voir tantôt, il y a un autre document qui est publié, aussi le MPEC pour les comètes. J'ai aussi envoyé des données de comètes là-dedans. Puis là, ça apparaît différemment, ils sont plus petits. Puis on a des observateurs aussi. Pour obtenir le code d'observatoire, je vais le répéter encore, hein, c'est lire le guide. Le guide, il explique quoi faire, quoi soumettre, comment soumettre, puis si ce n'est pas fait dans ce qu'il demande, il refuse les données. Ça ne veut pas dire que vos données ne sont pas bonnes. Souvent, ça vient avec la configuration. Une des premières, pour résumer ça, j'ai résumé ça assez court. Ce qui est essentiel, c'est le lieu d'observation fixe. Ça ne veut pas dire un observatoire. Si vous avez un télescope transportable, il faut qu'il soit mis à la même place, au même endroit. Il faut qu'il soit balancé sur le pôle nord. Puis il demande quand même une certaine précision. Mais la location doit être sur un lieu fixe. Ça prend un CCD.
j'ai mis DSLR, parce qu'il y en a qui en font du DSLR. Par contre, il y a une conversion fichier qui doit se faire, où l'enregistrement doit se faire en FIT. Tantôt, j'avais une petite discussion avec Yannick là-dessus. Les DSLR ne prennent pas les FIT, sauf si on le fait avec un logiciel d'acquisition. Je ne suis pas trop ferré avec le DSLR au niveau de l'astrométrie, mais si on prend nos objets, nos images en FIT, il y a moyen à ce moment-là de faire un pinpoint astrométrique puis de rentrer des données dans son FIT. C'est un test, le téléphone. La capacité de guidage, on n'a pas le choix. Quand on fait de l'astrométrie, on a besoin de guider. La raison est pas simple, c'est que tantôt, je vais donner des exemples sur un astéroïde qui est quand même assez brillant. 13 de magnitude, je pense, une image de 10 secondes, tu vas le chercher facilement. Mais quand on arrive dans le 17, 18, là, il faut l'exposer. Ça prend au moins des images de 5 minutes. Puis, ça prend donc, des beaux ciels. C'est quelque chose qui existe, pas des beaux ciels. Mais ça prend du guidage pour ces objets-là. La première fois qu'on soumet des données pour obtenir le code, on doit soumettre 2 astéroïdes numérotés plus de 400. Pourquoi plus de 400? C'est les normes du guide. Souvent, 400, c'est des astéroïdes très connus, même. Ils ont souvent un nom grec attribué avec ça, mais c'est trop brillant. Ils refusent carrément, même qu'une fois que ton code, tu essaies d'envoyer ces données-là, puis ils ne les prennent même pas. Ils acceptent, mais ils ne sont pas notés dans les mesures astrométriques. Fait qu'il demande, puis ça a l'air qu'il y a des pourparlers qui pourraient augmenter ce numéro-là bientôt. Présentement, les astéroïdes de plus de 400 sont acceptés. Ça en prend 2, observés 2 fois dans le même soir, sur 2 nuits. Donc, ça veut dire, par exemple, un mercredi, vous prenez une image à 10 heures de Grouba. Je vais donner un exemple, tantôt de Grouba. 1058 Grouba, donc son numéro est plus de 400. Celle-là, elle est nommée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nommés. Il y en a qui n'ont pas de nom, mais ils ont un numéro. Donc, tu veux prendre Grouba, 1058. À 10 heures, on fait une image. À 11 heures, on en refait un autre. Mais ça vous prend une deuxième astéroïde. Ça pourrait être 779. C'est quoi 779? Tu l'avais fait, il me semble? Il y a Mariana, puis. Oui, c'est quel qu'on avait fait? Oui. Nina. Nina. Nina? Nina. Bon, ça peut être ça comme deuxième astéroïde. Vous faites ça mercredi. Les favoris le jeudi. Pas grave. Le vendredi, on fait les 2 mêmes astéroïdes. Une fois qu'on a nos images, on envoie ça dans un logiciel qui peut être Astrometrica, MPO, puis on soumet les données au MPC. Une fois qu'on a notre code, on n'a plus besoin de faire 2 astéroïdes. Ça peut être juste une image simple. Puis on n'a même pas de deuxième image pour vérifier le mouvement. Ça peut être juste une image simple. On envoie les données, ils vont les accepter. Pourquoi on demande toujours 2 puis 3 images à intervalles de 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure? C'est pour voir le déplacement. Puis aussi pour voir s'il y a d'autres petits objets qui se déplacent. C'est ça qui pourrait constituer une découverte ou quelque chose qui est retrouvé. C'est comme ça que, dans le fond, Denis a trouvé ces astéroïdes. C'était une image de Chiron, puis il y avait des objets qui bougeaient là-dedans. Si vous regardez la diapo sur les statistiques dans ces années-là, il n'y a pas beaucoup de découvertes au Canada, mais c'est tout dans ce temps-là que les Canadiens ont trouvé des astéroïdes. C'était dans ce temps-là aussi que c'était l'arrivée des CCD sur le marché pour les amateurs. C'est là qu'il y a eu un petit boom au niveau des découvertes des amateurs. Excusez. C'est peut-être. Il y a des explications dans la courbe de données, mais un coup qu'on a le code d'observatoire, il n'y a plus
de balises de 2 photos. Mais c'est à recommander pour voir s'il y a des petits objets qui bougent. L'équipement recommandé, écoutez, moi j'ai commencé avec un 8 pouces, puis ça fonctionnait bien. Tu peux aller chercher énormément d'astéroïdes. Souvent, le problème, c'est avec les ciels qu'on a, quand j'arrivais à 17,1 de magnitude, j'étais pas mal saturé. Mais encore là, ça va. On est capable d'aller chercher 17 avec un 8 pouces, puis une CCD, ou j'ai une ST10. On est capable d'y aller. Ça demande du beau ciel, un peu de patience, mais on peut y arriver. Le 18 avec un 8 pouces, là, ça commence à être dur. C'est dur avec le 12 pouces. Donc, c'est pas mal difficile avec le 8 pouces. C'est pour ça qu'on recommande un petit peu plus d'ouverture au niveau de l'astrométrie. Idéalement, les CCD, c'est sans antiglobine. Donc, c'est de là la limite aussi du DSLR. C'est là, que la sensibilité des capteurs vient interférer. Parce qu'on va chercher vraiment dans à la limite de la magnitude, de la capacité de nos instruments. Puis avec, tantôt je t'en parle encore, la météo. Souvent, là, ces petits objets-là, ça prend de l'ouverture pour aller les chercher. On parle souvent d'une résolution de 1.5, ça, je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'était pas mal couvert par Daniel Porcard l'année passée, maximiser son CCD en 32. Mais en astrométrie, c'est la même chose qu'en photo, entre 1.5 et 2. Par exemple, avec le 8 pouces puis ma ST10, j'arrivais à 1.9. Fait que j'avais pas mal maximisé ma résolution. Mais avec le RCX, là, j'arrive à 1.66. J'ai du jeu. Télescope idéal, ça c'est selon les bouquins et la lecture. On parle d'une 400 mm, mais le RCX c'est 305 mm. Puis vous allez voir que beaucoup de monde qui a du 305 mm, si vous regardez les configurations des observatoires, il y en a beaucoup qui ont du 12 pouces et du 11 pouces. Plus de champ possible, courte focale, souvent avec les chiens de casse-blanc, on a besoin de résultats. Encore là, un résultat performant, de bonne qualité, pour faire sûr qu'on ait une image claire. Ça prend naturellement les ordinateurs, les logiciels, l'Internet, parce que vous allez voir, il y a une composante au niveau de l'heure, lors de l'acquisition des images. Puis, quand on veut un bon site, mais ça, un bon site, ça veut dire une bonne installation aussi, je pense, c'est plus important que comparer la ville et la campagne. Ça demande surtout une bonne installation. Les logiciels recommandés, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise Maxime DL. J'ai MPO Canopus, mais j'aime mieux Astrometrica. Ça, c'est pour prendre les mesures astrométriques puis les soumettre au MPC. Dimension 4, on n'a pas le choix pour l'avoir, mais ça peut être un autre aussi. Ça peut être un autre genre de logiciel que Dimension 4. Qu'est-ce qui fait Dimension 4? Il met constamment votre ordinateur ou votre système à l'heure atomique. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une image, avant de soumettre, en principe, on devrait mettre l'idée l'heure à jour avant de la soumettre pour un PC. Mais on peut configurer une dimension 4 et ajuste l'heure à tous les 30 secondes, par exemple. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Pour l'astrométrie, ça fait un catalogue. C'est gratuit, mais c'est juste gros. L'UCAC3 ou l'UCAC nouveau, l'UCAC4, c'est produit par le Naval Observatory des États-Unis. Moi, je l'ai downloadé sur mon disque dur, puis je fais référer tous mes logiciels dedans. Mais chaque logiciel comme Astrometrica peut aussi se servir d'Internet
sur le site de Strasbourg, par exemple, pour y référer. Après ça, on a besoin d'une carte du ciel. Moi, je me sers de SkyX. Il y avait des logiciels comme Guide qui avaient un petit software parallèle qui s'appelait Sharon. Puis Sharon faisait toute la mesure astrométrique, comme un peu Astrometrica. Moi, j'aime bien le SkyX, pour son pinpoint astrométrie. C'est rapide. Souvent, je vais expliquer de la manière que je fonctionne quand je prends mes images. Je fais mon pinpoint avec le SkyX, puis automatiquement, j'ai des données qui rentrent dans mon FitSetter de mon image. Puis c'est ce FitSetter-là qui va m'aider à faire ma calibration avec Astrometrica. Parce que c'est automatique. Puis par la suite, j'ai mis FocusMax, AstroPlanner, SkyTools. Si vous avez un focuseur, ça prend FocusMax. Mais il y en a qui, j'ai vu sur Internet récemment, 2 logiciels, les gens préparent leurs astéroïdes ou leurs soirées d'observation avec AstroPlanner, SkyTool, puis on peut cliquer leur liste ou leur planning avec ces 2 logiciels-là. Je les possède. J'ai acheté SkyTool récemment parce que j'avais des problèmes de configuration avec AstroPlanner. Donc, je veux découvrir SkyTools. Je ne suis pas en mesure nécessairement d'en parler, mais le setup semble vraiment intéressant. Puis le volet astéroïde semble mieux développé que AstroPlanner. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y a une fonction avec NPC que je peux aller chercher tous les éphémérides, les objets à suivre, où je peux juste lui dire, va dans le fichier des objets critiques, puis il va les downloader dans le système. Puis il va se mettre à jour constamment. Il va me dire ceux qui sont accessibles en fonction de ma région ou de ma configuration. C'est un petit logiciel qui est intéressant, que je vais jouer avec, puis je vais être en mesure peut-être de donner une meilleure appréciation plus tard. Un peu de lecture. J'ai mis des titres de livres sur cette diapositive-là. Puis, j'attirerai votre attention, j'ai mis le guide, vous le répétez encore, le guide est essentiel, mais j'ai mis 2 livres en rouge, Asteroids and Dwarf Planets, puis Comets, mais c'est dans la collection How to Observe Them. Ils font des livres, eux autres, sur à peu près tout, ce qui est observable pour l'amateur. Puis la première partie des livres, c'est toujours la théorie. Puis la seconde partie, c'est toujours des projets scientifiques. Ils en font sur chaque planète. Puis pour revenir peut-être à la présentation tout à l'heure de Jupiter, il y en a un sur Jupiter. Et là-dedans, on va expliquer, par exemple, on donne bien de la théorie au départ. Mais dans la deuxième partie, on va expliquer les projets qu'on peut faire d'observation, de photographie. On va expliquer tous les filtres, par exemple, qui viennent influencer l'observation, les méthodes des projets d'imagerie, etc. Donc, je vous attire votre attention sur cette collection-là. Il y a probablement une vingtaine de livres disponibles, vraiment bien faits pour l'astronome amateur qui veut aller un petit peu plus loin dans ses observations. Malheureusement, c'est en anglais, mais c'est fantastique comme livre. C'est probablement ça, puis la série de Patrick Moore en Angleterre, qui s'appelle, je pense que c'est Patrick Moore Astronomer Practice, quelque chose du genre. C'est une série pratique pour les astronomes amateurs, mais aussi pour les undergraduates. Il y a plein de projets scientifiques vraiment accessibles dans ces livres-là. C'est fantastique. Donc, c'est 2 collections qui sont intéressantes. Tantôt, je mentionnais plusieurs logiciels, entre autres comme MPO Canopus. Celui qui écrit le livre Practical Guide to Likert Photometry, Warner, c'est lui qui crée MPO Canopus.
Puis ce livre-là, il parle du light curve, qui est l'étude de la photométrie des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est pas nécessairement toujours bon, c'est comme une patate. Puis la manière qu'ils tournent avec l'étude de la lumière, faite en triangulation avec plusieurs observatoires, y compris les amateurs, sont capables de déterminer la rotation de ces petits objets-là, puis parfois même la forme. C'est tout expliqué dans ce livre-là. Ça commence à être plus technique, mais l'amateur qui veut aller un petit peu plus loin, il y a toutes les possibilités de faire de la photométrie d'astéroïdes, surtout avec le NPO Canopus, qui est encore un logiciel assez accessible. Fait qu'il y a une foule de possibilités au niveau de l'amateur pour aller vers des petits projets un petit peu plus poussés. Surtout pour ceux comme moi qui n'ont pas l'œil artistique pour faire des belles photos couleurs. Souvent, on trouve d'autres volets qui sont utiles. Concernant les sites web, j'ai parlé du NPC, mais je parlais aussi de celui du GPL. Ils ont un site qui s'appelle le GPL Small Body Database. On peut aller chercher de l'information sur chaque astéroïde, avoir des données de leur orbite, leur inclinaison, on peut faire la schénographie de l'orbite. Bref, une foule de données. Puis ici, je donne un exemple sur Gruba, parce que plus tard, je vais vous donner l'exemple que j'ai fait moi-même sur Gruba. Mais on peut même configurer par rapport aux données du MPL notre numéro d'observateur. Puis il peut sortir des listes d'éphémérides, disons, un nouvel objet qui n'est pas listé encore dans des listes officielles. On peut aller les chercher là. Full de possibilités. C'est un site qui est à explorer pour tout le monde. Il y a plusieurs outils, plusieurs documents. C'est vraiment utile pour celui qui veut s'adonner à faire de l'astrométrie. L'autre site qui est important aussi de consulter, c'est le Lowell. L'Université Lowell en Arizona. Eux, ils ont un projet de recherche, justement, amateur, professionnel pour les astéroïdes, puis dans différents autres champs aussi d'observation. L'amateur peut rentrer dans le site, peut rentrer membre de leur groupe, soumettre leurs données, être assisté par le groupe de recherche là-bas. Mais ils présentent les données des astéroïdes sous différentes formes. On connaît tout en bas l'astéroïde Orbital Elements, qui est le penchant du NPC Orb, que la plupart de nos logiciels entrent pour référer les astéroïdes. Mais là, on produit aussi une petite liste qui s'appelle Critical List. Puis, cette liste-là, c'est tous les objets qui ont besoin de mesure, soit qui sont perdus, on veut les retrouver, mais soit aussi ceux qui sont imprécises. Donc, quand on les cherche dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'ils vont être à la bonne place, mais ils sont souvent très près. Ou ceux qui sont nouvellement découverts ont besoin de mesures pour pouvoir officiellement lui donner une orbite, puis les numéroter, parce qu'ils ont un numéro temporaire. Donc, c'est présenté différemment. On trouve aussi cette information-là sur le MDC, mais le Lowell, eux, ont une façon autre de le présenter, mais ils servent toutes les mêmes données. L'exemple que je vais donner sur Gruba, c'est une photo prise le 24 août. Pourquoi je vous présente ici le site d'Alain Rahil ou le FISCAI? Quand on fait de l'astrométrie, ou même de l'astronomie en général, la météo, c'est un facteur vraiment important, vous le savez tous. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais des images, je sauvegarde la page de la journée. Je mets ça dans le répertoire des images. Puis ça me donne aussi les conditions que j'avais quand j'ai pris ces photos-là. Quand la transparence des signes sont en bleu pâle, ça veut dire que ça peut être rock'n'roll comme l'astrométrie, quand on va dans les fonds du ciel. Puis aussi, ça démontre qu'il peut y avoir énormément de variations dans les nuages, la condensation. On peut rencontrer énormément de problèmes au niveau du village.
tout cas, ça, c'est mon cas. Au niveau de guidage, quand c'est dans le bleu bord, j'ai souvent des problèmes. Je dois réduire mes temps de guidage. Puis, chercher des astéroïdes quand même assez récupérables dans des données avec des étoiliers assez brillants. Fait que, moi, je me sers de Maxime DL. Je prends des images. Je vous donne un exemple, c'est des images de 10 secondes. Fait que, il y a assez de monde dans une image de 10 secondes. Je vous ai fait juste des petites images de 10 secondes parce que je voulais juste vous faire une démonstration d'une astéroïde qui est brillante. Si je vous avais montré un fond de ciel à 17, vous auriez été découragé. Donc, c'est une photo qui est prise dans des conditions que je calcule pas favorables. Il y a de la brume dehors, il y a de la condensation, mais 10 secondes, c'est quand même bon. Si je compare la même soirée, j'ai fait des photos de 3, 4, 5 minutes sur d'autres objets. Puis le fond de ciel, j'avais de la vapeur d'eau qui illuminait dans le fond de ciel, c'était pénible. J'avais de la misère à aller chercher, j'ai pas atteint le 18, puis mes objets étaient sur le bord du 18. Fait que j'ai rien vu, en fin de compte, à cause des conditions. J'ai fait une petite animation, fait qu'on voit le déplacement de gros bas, juste pour vous montrer où l'étoile, c'est pas de joke. Il y a un astéroïde là. 10 secondes, c'est sûr qu'on n'en voit pas d'autres se déplacer. Mais vous allez voir tantôt dans le traitement de l'image, il y en a 3 là-dedans, mais on ne les voit pas. Mais le logiciel me les montre pareil. Fait que, un exemple avec Astrometrica, c'est assez simple. Quand on met l'image, on load les images dans le fond, dans le logiciel, lui, automatiquement, il reconnaît le centre de l'image, la coordonnée, l'heure, la date et ce qui est écrit. Puis, il te demande de le confirmer. Fait que souvent, ce que ça dit, c'est qu'il va lire dans l'entête du fichier. Donc, c'est là que c'est important de traiter du chiffre. Si vous êtes en DSLR, vous allez devoir faire des conversions, à moins d'utiliser des logiciels appropriés, comme Maxime DL. Par la suite, une fois qu'ils sont dans le logiciel, on peut jouer avec la clarté des images. Ici, je les ai mis en gris ou en négatif. Question d'avoir une meilleure perspective au niveau visuel. Aussi, j'étais dans l'angle où j'observais, j'avais une lumière qui reflétait sur un cabanon, puis quelqu'un qui avait allumé une lumière, puis je ne sais pas si dans le coin de mon image, j'avais énormément de bruit. Donc, je voulais éliminer ça aussi. Fait que vous voyez, ce n'est pas une image optimum. Ça ne serait pas suffisant d'une belle image couleur de Jupiter. Mais au niveau astrométrique, elle est bien précise. Par la suite, une fois qu'on a fait, oups, j'ai fait trop vite, une fois qu'on a fait, il y a une fonction data reduction dans le petit rond rouge. Data reduction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va refaire le pinpoint en fonction des étoiles. Le pinpoint, c'est juste une calibration astrométrique. Il va reconnaître chaque étoile. Il va balancer ton étoile, il va regarder ta marge d'erreur. Puis, est-ce que tes données astrométriques sont fiables? Puis, il va te mettre un carré à la fin, un rectangle, puis il va te dire si tu as des erreurs, puis il va t'afficher la marge du résiduel qu'il y a. Avant ça, dans les années 90 ou 80, on faisait tout ça manuel, ou à peu près manuel, où seuls les professionnels pouvaient faire cet exercice-là avec les ordinateurs. Les logiciels étaient presque pas disponibles pour l'amateurs. Maintenant, tout se fait tout seul. C'est formidable. Fait qu'une fois qu'on a passé dans cette étape-là, on lui dit fais un data reduction des images. Il me demande dessus un objet à considérer. Si c'est une comète, tu laisses tomber. Parce que les comètes ne sont pas dans le NPCR. Lui, il dit donne-moi une coordonnée pour laquelle je peux référer par rapport à ton centre d'image, puis par rapport à un astéroïde connu. Fait que là, je lui ai dit, ben oui, j'ai trouvé là-dedans. Fait que lui, il va analyser
analyser gros bas par rapport à tes étoiles. Puis il donne dans l'encadré rouge, il donne mes deux images, puis il me dit ma réduction. Petit point rouge. Ici, il dit la marge d'erreur en déclinaison en association droite. Ça, si ça affiche en rouge, probablement que les données vont être rejetées du MPC. Mais si c'est blanc comme ça veut dire que c'est bon. Ici, on a la marge d'erreur qui est de 1/10 de seconde d'air. On est quand même bien situé. Par la suite, une fois que le pinpoint est fait, ou la calibration astrométrique est faite, ou la reduction en anglais, on va lui dire affiche-moi les astéroïdes dans mon champ d'image. Je veux voir on peut voir là, dans le. On peut voir que notre astéroïde est à peu près ici. Là, il va me les afficher. Je les ai mis dans des petits ronds rouges. Il m'affiche 3 astéroïdes. C'est une image de 10 secondes. C'est sûr que les petits astéroïdes du bord, je ne les vois pas. En plus, il m'indique leur magnitude de 21. Même avec mon télescope, je vais bien la misère à les chercher. Ils sont probablement même pas en opposition. Ils sont probablement de l'autre bord ou très loin de la Terre. Ça ne veut pas dire que ces astéroïdes-là ne sont pas observables. Si vous calculez les modèles d'orbite, vous pouvez voir que la Terre est dans un bord, puis l'astéroïde est de l'autre côté. Alors, quand les deux orbites vont se rapprocher, la Terre va se rapprocher de l'objet, probablement qu'on va être capable de les voir, et la magnitude va changer. Fait que si j'en vois une, que j'ai fait la calibration sur cet astéroïde-là, fait que par la suite, je clique sur mon image, je lui demande de faire la calibration sur l'objet auquel j'ai sélectionné, puis il me dit, ben oui, je l'ai reconnu, c'est gros bas. Puis en plus, il dit que les données là, sont à 0,0. Sont en plein où le catalogue dit qu'elles sont supposées être par rapport aux étoiles que moi j'ai calculées justement. Et quand je fais ça, moi j'ai juste à désigner l'objet, j'accepte les données, je désigne l'objet, j'accepte les données, puis là il me crée une ligne dans un fichier log auquel le logiciel est déjà configuré pour ça. Fait que là, il me dit que c'est 1058, la magnitude est de 13,5. Regarde le livre, les données du MP6 disent 13,6. Donc, je suis pas mal dedans. Puis, il me crée, c'est ça, cette petite ligne-là. On fait ça si j'avais fait 15 photos d'astéroïdes. Ben, j'aurais fait ça sur chaque photo, puis il m'aurait donné 15 données ici, prêtes à envoyer au MPC. Par la suite, quand on les soumet, on reçoit des emails, on voit que c'est accepté. Si c'est rejeté, on reçoit un email aussi qui nous dit ces données-là ont été refusées. Mais il ne dit pas nécessairement pourquoi. C'est à toi de le découvrir. Ça, j'ai dit, ils ne sont pas très descriptifs. Il faut dire qu'ils sont 2 ou 3 qui s'occupent de ces ventes de données-là. C'est un ordinateur qui te répond. Mais souvent, tu le sais, tu as eu un message rouge dans tes données. Tu le sais, où tu as joué ta centroïde, tu as essayé de tricher, ça passe pas. L'ordinateur ne passe pas. Il faut vraiment que tu sois exact dans ce que tu soumets. Tout à l'heure, je vous avais parlé du MPS, le paquet de chiffres. Ça, c'est le numéro de la publication. Puis, je voulais revenir à ça pour vous donner un exemple. Ici, vous avez un paquet de données. Lui, il va soumettre des pages. Des fois, ça peut atteindre une cinquantaine de pages, juste avec des petits chiffres. C'est toutes les observations des observateurs. Et vous avez le numéro de l'objet, les coordonnées, la magnitude, puis l'observatoire. Ça, il y en a quand vous soumettez vos données, il faut c'est accepté. Ils mettent tout dans un livre comme ça. Ils sont acceptés. Ça veut dire que les données ont été acceptées. Toutes ces données-là servent à préciser l'orbite de l'astéroïde. Les orbites subissent souvent beaucoup d'influence par les planètes. Donc, il y a peut-être des corrections à apporter à ce niveau-là. Donc, c'est à ça que sert tout ce suivi-là. Si vous allez sur le site du JPL, tout à l'heure, sur l'autre diapositive, vous voyez le nombre d'observations qui a été faites sur cet astéroïde-là depuis cette découverte. Il y a toutes les données historiques.
Rendu là, c'est accepté, tout est beau. Une comète à ça. Vous vous êtes rendu compte tout de suite avec l'image que je n'ai pas fait de bias, je n'ai pas fait de flat. C'est un objet qui est assez brillant. Donc, au niveau de scométrie, je n'ai pas besoin, je le vois assez. Je vais faire des bias, je vais faire des flats quand je vais arriver avec des petits objets vraiment faibles. L'astéroïde à 17, 18, tu n'auras pas le choix de faire du ménage en frontière. Si tu cherches des petits objets fins, généralement, je fais toujours un bias, je fais toujours un dark, un flat, parce que je veux éclairer mon fond de ciel le plus possible, surtout quand je vais chercher des régions où je peux avoir des objets très faibles, je n'ai pas le choix. Pour la démonstration ici, je ne suis même pas passé à la tête. En plus, je t'ai dit pointer séquent sur la ST, la ST. Vous voyez ici, il y a du chinois. Puis l'image bien pâle ici là, est prise dans un brouillard terrible. Le matin de la photo, c'est le 11 octobre, puis c'est le 11 ou le 12, le 11 ça va être le vendredi, le 12 le samedi. C'est ça, le 12 à 4-5 heures du matin. Les conditions n'étaient pas pires, ça je reste bien. Puis en arrière, moi je reste dans un camp, je sais pas ce que j'ai eu cette année, mais j'avais du brouillard, je ne sais plus la différence de température de jour, mais on a les conditions du ciel, mais les conditions du sol sont importantes aussi à considérer. Tantôt, au niveau de l'imagerie planétaire, ça, ces conditions-là, c'est peut-être parfait pour une planète, mais moi j'ai de la misère au niveau des ciels clairs, au niveau d'aller chercher la transparence du ciel, la netteté du fond du ciel dans ces conditions-là. Quand on expose longtemps, on va chercher toute la vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est difficile d'aller chercher un fond de ciel vraiment clair pour aller chercher des petits objets. Fait que si mes images, ISO pourrait facilement être utilisées comme des images en nettoyant tout ça. Inky, c'est rare. Mais les données ont quand même accepté, puis dans le numéro du NTSC du 15 octobre, ils ont publié les photos. Comme je vous disais tantôt, là, on affiche les observateurs. Puis après ça, on donne toutes les données des comètes principales. Puis c'est facilement publiable. Ici, je voulais dire votre attention, j'ai une erreur, c'est 0.03 au lieu de 0.25, je l'ai corrigé. Mais vous voyez aussi les objets des autres observateurs, 0.3, 0.5, il y a 0.9, on sait qu'il y a 0.08. Lui, probablement, il faisait des images, des comètes, il fait des belles images couleurs. Il a pris ces images et envoyé les mesures en même temps. Parce qu'il était avec un réfracteur, un petit réfracteur, 0.08. Ça fonctionne, c'est un objet brillant. À mesure qu'il y a une pinpoint d'astrométrie faite sur vos images, une calculation astrométrique, l'image là, est plus solide. Il y a toute cette composante-là, il y a du point 9, il y a du point 4, il y a beaucoup de point 4 dans la liste des observateurs. Mais du point 3 aussi, il y en a, parce que la plupart des astronomes amateurs n'ont pas des observatoires professionnels. Fait que si j'avais une conclusion à faire, je disais lire l'équipe. Vous n'avez pas le choix. Vous penchez aux données du guide. Mais aussi adopter une approche scientifique, ça veut dire quoi? Ben, plus sérieux, plus minutieux. Vous savez que la science persévérant. Parce qu'il y a bien des petites attentes qui clochent des fois. Mais on est capable d'en arriver à un résultat. Puis, découragez-vous pas, même s'il y a des observatoires professionnels qui font l'observation du ciel. Il y a de la place pour l'amateur dans celui d'astéroïdes. Il reste 20 secondes.